Bonjour, je suis en compagnie de Évelyne Latour, candidate à la mairie de Saint-Ignace de Loyola. Il faut le dire de la bonne façon. Bonjour Évelyne, merci de nous parler de tes propositions politiques, on pourrait dire de ta vision de Saint-Ignace en 2025. Merci d'être ici. Merci beaucoup de l'invitation. OK, on va juste rappeler un petit peu, tu étais conseillère, bien, tu es encore... C'est dissous, là, mais tu étais conseillère municipale pendant 4 ans. Tu es au fait de toutes les problématiques, on pourrait dire, de la situation à Saint-Ignace. Et là, on va parler avec toi en tant que future mairesse. Qu'est-ce que tu proposes à Saint-Ignace? Mais mon gros point, c'est la gouvernance et la transparence. Au niveau des finances, au niveau des projets, au niveau de la communication ouverte et de la collaboration avec le citoyen. Parce que c'est un constat que tu as fait, là, oui. Que c'était, avec tes 4 années au conseil, que les citoyens avaient besoin d'être informés. Mais souvent, dans une seule séance, une fois par mois, je pense qu'il y a souvent de la désinformation grâce au questionnement ou le peu de réponses qui sont claires pour informer le citoyen. Je pense qu'on doit passer par d'autres moyens de communication pour que les personnes qui ne sont pas présentes ou dans le cadre de d'autres projets, on puisse les afficher puis dire c'est quoi le processus qui est établi pour justement offrir une transparence, que les gens connaissent le projet et sachent dans quoi financièrement ils vont s'embarquer. Tu me parles de constat de transparence. Qu'est-ce qu'on vit, je pense, à Saint-Ignace? Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de ragots, mais c'est un esprit de village. Là. Un dit quelque chose, il a vu que... Là, je vais donner un exemple qu'on a vécu justement au dernier conseil. Bon, le camion a eu des problèmes mécaniques, puis là, on veut un nouveau camion, que là, tout ça s'emballe. Là. Du jour au lendemain, là, on a engagé 3 personnes de nouveau, un camion, un ci, un ça. C'est ça que tu veux, un petit peu plus, je ne vais pas dire démocratiser, mais informer. Mais je pense plus de transparence dans les dossiers. Lors d'une problématique, on peut aviser parmi nos réseaux sociaux, justement, que c'est possible qu'il y ait un nouveau camion ou de nouveaux employés, parce que dans certaines situations, comme des fois, là, juste pour les compteurs d'eau, aviser qu'il y a quelqu'un qui va passer, c'est peut-être pas la personne que vous êtes habitué de voir, justement. Donc, informer le citoyen qu'il y a quelqu'un qui va passer, que c'est pas la même personne, de ne pas s'inquiéter, que c'est normal, ça fait partie du processus. Donc, je pense que ça, déjà, c'est une transparence de bien le verbaliser, mais je pense que dans tous les villages, même dans les autres municipalités, la désinformation, c'est le jeu du téléphone, c'est inévitable. C'est effrayant. Donc, il faut s'assurer de bien revoir, suite à une séance, c'est quoi les projets qui ont été établis, c'est quoi les coûts qui vont être associés, puis ça va être quoi la planification qui va être à faire. Fait que je pense que c'est dans la publication pour éviter la désinformation, justement. OK. Je pense que c'est un bon constat. D'autres constats que tu as faits, je pourrais dire justement sur la santé, sur les infrastructures, les choses qu'on a besoin d'améliorer à Saint-Ignace. Mais pendant plusieurs années, je pense qu'on a certaines infrastructures à Saint-Ignace. On a amélioré au niveau des infrastructures sportives en créant des nouvelles. Par contre, l'enjeu qu'on a, c'est qu'on n'a pas entretenu à travers les années, puis j'inclus le conseil qui était là présent. À partir de 2021, mais bien avant. Donc, on s'adresse au Chalet des loisirs qui, pendant des années, a manqué beaucoup d'amour. Mais malheureusement, c'est sûr que là, ça l'a créé. La même chose pour la bibliothèque. On ne s'est pas penché sur un fonds de réserve pour améliorer nos infrastructures qui sont déjà en place. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'avoir un fonds de réserve pour que chaque infrastructure que l'on crée, on soit capable de la rénover puis de l'améliorer en temps réel sans impacter totalement le citoyen. Donc, il faut le planifier puis le prévoir à l'avance. Ça fait partie de ta gestion. Tu es habitué de marcher avec des plans quinquennales, comme gestionnaire à PDL. Tu ne peux pas décider demain matin, je veux dire, tu peux décider demain matin pour des urgences, mais tu es habitué de voir à l'avance, de faire un plan stratégique, chose qu'il n'y a pas à Saint-Ignace présentement. Bien, je pense qu'à long terme, il faut avoir une vision, pas juste de l'année. Quand on planifie le budget, il faut avoir la vision, oui, ici et maintenant pour cette année, c'est quoi les besoins urgents, mais il faut être capable de planifier à long terme qu'est-ce qui va en advenir. Je pourrais passer du réseau aqueduc. C'est ça, je veux t'amener, oui. On n'a pas de cartographie, on n'est pas capable de déterminer notre réseau, à quel endroit il va avoir un impact. Saint-Ignace a 126 ans. Il y a des infrastructures qu'à des endroits, on le sait parce qu'on a fait la conduite. Si je pense sur de l'église qu'on a fait l'année dernière, c'est sûr que les cartographiés, on sait qu'on a rechangé le réseau d'eau complet. On a passé d'un 4 pouces à un 6 pouces. Donc, ça a amélioré le service directement aux citoyens en amenant des bonnes fontaines plus dans le district 1 parce que, justement, c'est un district qui a peu de bonnes fontaines, justement. Mais ça nous permet de voir, lorsqu'on va s'attaquer à de la rénovation routière, bien, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans le fond, en dessous. Est-ce que mon réseau il est impacté? Si mon réseau il est abîmé, qu'il y a un besoin, mais il faut que je sois capable d'établir, parce que tant qu'à refaire la structure au complet, bien, il faut que je prenne faut que je sois consciente de tout ça. Donc ça, c'est un des mandats de voir de quoi a l'air notre réseau routier à certains endroits, mais notre réseau d'aqueduc a besoin d'amour
Et c'est très triste quand on voit qu'on vient de refaire une route puis que finalement, il faut tout refaire pour améliorer notre service. On parle du Saint-Isidore, entre autres, qui a besoin d'amour à cause des berges, à cause de plein de choses. Donc, autrement dit, tu te dis, assoyons-nous, planifions, puis faisons-les dans les capacités financières de la municipalité, mais sachant dire aux clients, comme je vais dire aux clients, mais dire aux citoyens, voici qu'est-ce qu'on prévoit pour les 2-3 prochaines années. Tu vas être transparente, tu vas éviter beaucoup de questionnements, beaucoup d'informations. Exactement. Des urgences, il va toujours en avoir. Tu sais, la notion d'urgence, il va en avoir, mais c'est impossible qu'on soit toujours en constat d'urgence. Ça, c'est parce qu'il y a une mauvaise planification, puis on n'a pas été capable d'établir les priorisations au départ, puis d'aller dans un investissement à long terme pour être capable de mieux travailler. C'est ce que ça peut créer. Donc, c'est sûr que des urgences, un bris, on n'est pas à l'abri. Sauf que si on est capable... Des débits, on n'est pas à l'abri de ça. Non, exactement. On n'est pas à l'abri des On a eu des problématiques, mais de là, justement, d'être capable de bien répertorier, parce que c'est une importance d'avoir un réseau routier adéquat, mais que, justement, notre problématique en dessous de la route, bien, ce soit l'aqueduc ou le système d'égout soit adéquat aussi. Là. Je vais t'amener sur le point de la protection des berges, parce que dans le coin ici, c'est quand même un gros enjeu. Puis je vais mettre ça avec les chalets. Les chalets dans les îles. C'est toute une grosse problématique aussi que vit Saint-Ignace. Je sais que ça fait 4 ans au conseil que vous essayez d'améliorer. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas réglé. Là. On s'entend que les zones inondables, protection des berges, tout ça, c'est encore un gros défi là, pour la municipalité. Exactement. C'est un dossier assez sensible. L'an passé, on a quand même, avec le conseil, fait un fonds d'urgence. C'est sûr qu'il est minime, on commence à le créer, là, comme je disais tantôt. Il faut le planifier, il faut l'anticiper. Je ne peux pas prévoir, parce que dans certaines situations, au niveau de l'érosion des berges, mais quand le terrain appartient aux citoyens, c'est certain qu'on ne va pas empiéter pour faire de l'enrochement. Par contre, quand ça devient des travaux d'urgence, où est-ce que la route ou le réseau d'aqueduc peut être impacté, bien, on se doit, comme municipalité, d'intervenir. Avec des permis, c'est quand même une lourde tâche. Oui. Malgré tout, pour la municipalité, ça laisse une lourde tâche et c'est complexe avec l'environnement. C'est ce qu'on veut travailler autrement avec les instances gouvernementales. Comment on peut, justement, améliorer le processus pour que ce soit plus facilitant. Mais à ce moment-là, c'est les sommes publiques qui vont être injectées. Donc là, on a créé un fonds de réserve. Je le dis, là, je suis transparente, il est mince parce qu'on l'a créé l'année dernière. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas investi beaucoup, puis le besoin, il est plus grand que nature. Fait que là, c'est de voir comment je peux travailler avec les instances gouvernementales pour aller chercher, justement. Nous, on a quand même des solutions, on a un plan, on est capable de contribuer. À quelle hauteur eux sont capables de nous aider? Parce que c'est un besoin. Et la route, on n'a pas le choix, sinon on va perdre nos routes. C'est pas ce qui est souhaitable. C'est ça. Puis on a à vivre avec le fleuve. Exactement. Avec plusieurs instances, justement, le fleuve est très, très bas. Cette année, là, c'est assez... C'est sûr que honnêtement, c'est le moment idéal pour faire de l'enrochement quand l'eau est très basse, mais malheureusement, c'est une question de somme et de coût, mais c'est quelque chose qu'on doit penser parce que c'est notre île qui est entourée d'eau. Donc, ce ne sera plus un choix juste du citoyen. Quand l'érosion va avoir eu lieu et qu'on va arriver tout partout dans l'île, à proximité des routes, on n'aura pas le choix de s'engager. Puis le gouvernement, je pense qu'il n'aura pas le choix de nous appuyer là-dedans. Là. OK, c'est bien. En continuant dans le domaine de l'eau, si tu es d'accord, on va parler du fameux traversier. Tu sais qu'au dernier, il y a eu 1 ou 2 conseils qui a eu beaucoup de demandes de citoyens. Puis là, on vit présentement une problématique. Encore là, la Société des traversiers nous a coupé, comme on dit, un bateau pour aller avantager d'autres traverses. C'est frustrant à la longue comme citoyen de Saint-Ignace. Bien, assurément que le trafic que ça crée... moi, je m'adresserais plutôt au niveau de la dangerosité. Là. Moi, ce que je veux travailler avec la STQ, c'est un plan de contingence, justement. Là. Quand il y a eu l'accident sur le pont La Violette, je crois que c'est il y a 2 fins de semaine, un dimanche, là, ça a créé un trafic monstre jusqu'au 2e pont, où est-ce que les gens essayaient de rentrer dans Saint-Ignace en doublant, ne sachant pas est-ce que c'est la file du traversier, est-ce que c'est la file pour rentrer à Saint-Ignace, est-ce qu'il y a un accident. Donc, les raisons étaient rendues multiples, là, la désinformation est allée rapidement. C'est parti, là. Mais encore là, un service d'urgence, comme les pompiers ou l'ambulance, bien, c'était difficile d'entrer pour eux aussi, donc ce qui est anormal selon moi. Si on avait eu un plan de contingence, justement, avec la STQ, on aurait pu savoir à l'avance, suite à l'accident du pont La Violette, on avise que le trafic va se déverser vers Saint-Ignace, c'est automatique, parce que les gens ne peuvent plus traverser pour aller d'une rive à l'autre. Donc, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont envenus vers la traverse. Et je comprends leur choix, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Si on n'était pas informés, bien, on ne peut pas agir comme municipalité, puis on ne peut pas accompagner la STQ là-dedans. Fait que c'est sûr que moi, je veux avoir des échanges courageux, justement des échanges courageux avec eux pour dire cette problématique-là. La deuxième problématique, que souvent le stationnement, malheureusement, n'est pas plein, mais qu'il y a une file d'attente qui est longue parce qu'il y a seulement un guichet d'ouvert. Donc, est-ce qu'il y a des améliorations possibles? Assurément. Au niveau des billets, il y a quand même
2 guichets? Est-ce qu'il y aurait une restructuration pour revoir comment on pourrait accéder au stationnement si on a déjà payé notre... Je pense qu'il y a des solutions possibles. Je pense que ça va être le temps de m'asseoir avec eux puis de voir comment je peux contribuer justement comme municipalité à apporter des solutions pour assurer une sécurité. Est-ce que, par ton expérience au Conseil, la Sûreté du Québec, elle devrait être plus collaborative? C'est sûr, eux autres sont tout le temps en effectif réduit, surtout la fin de semaine. C'est difficile d'avoir quelqu'un comme policier qui vienne gérer bien, je ne veux pas dire gérer, mais assurer une présence pour dire aux citoyens qui ne sont pas de Saint-Ignace d'être plus respectueux, parce que c'est un petit peu ça, je pense, une des problématiques. Je vais nous ramener dans quand ils ont fermé le tunnel au début. Oui. On a eu des problématiques à Saint-Ignace. Quand ils ont fermé le tunnel, ça l'a amené les gens à prendre le traversier. Donc, on avait rencontré la Société des traversiers, on avait rencontré le MTQ, bien, le MTMD, mais là, je vais dire le MTQ pour que tout le monde me comprenne bien. L'idée de départ, c'était vraiment de se dire comment on peut travailler. Donc, il avait mis des signaleurs, il avait mis des affiches qui indiquent, je le rappelle, qu'on n'a pas le droit de s'arrêter sur un pont, justement. Ça, c'est une question de sécurité si on a un véhicule d'urgence qui a besoin de passer. Donc, on avait quand même fait un travail de fond, puis finalement, bien, tout s'était rentré dans l'ordre, puis on avait moins de problématiques. Il y avait eu beaucoup d'appréhension, mais en fin de compte, ça n'avait pas on avait eu des problèmes. Avant qu'on les interpelle, c'est parce qu'on avait eu des problèmes. Finalement, au moment où est-ce qu'on a eu le signaleur, il y a eu... Pas personne. Exactement. Il y a eu moins de voitures qu'à l'habitude et finalement, on n'en a plus eu besoin. Mais est-ce possible d'avoir justement un plan de contingence à certains moments quand on voit qu'il y a une problématique, d'intervenir puis de faire venir une équipe qui est ponctuelle, qui est dédiée à ça? Je pense que c'est un rôle responsable autant du MTQ que de la Société des traversiers en collaboration avec la municipalité quand elle observe cette situation-là. Parce que, tu sais, je te reviendrai aussi, je vais t'amener un autre argument, c'est que de juin à octobre, il y a une saison touristique aussi. Tu sais, il faut s'entendre qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris de traversier de leur vie ou qui s'en vont prendre des traversiers pour des raisons touristiques et tout. Puis on le voit, parce que quand on prend le chemin de la traverse, quand on prend, les autres, ils ne roulent pas vite, puis tu t'aperçois qu'ils suivent un GPS, là. On est capable de les identifier, les non-habitués, là. Comment je pourrais dire? Ils ont quand même agrandi le stationnement, mais comme je t'ai dit tantôt, malheureusement, il n'est pas toujours plein parce qu'il y a juste un guichet d'ouvert. L'autre problématique qu'on a, c'est sûr qu'avec le MTQ, il y a quand même une emprise qui est faite pour réserver pour le traversier. Ça crée quand même des problématiques parce que, malheureusement, les gens ne respectent pas la signalisation qui est au sol. Donc, les citoyens ont de la difficulté à entrer, à sortir de leur entrée de course, ce qui n'est pas normal. Ça crée des fois des discussions houleuses entre le citoyen et la personne qui ne veut pas se tasser. Pourtant, la personne ne prendra pas sa place. Fait que c'est quand même une notion de respect qui est non respectée puis qui est difficile à faire établir. On comprend là, que dans les moments où est-ce que, comme en fin de semaine qui s'en vient, une fin de semaine avec le congé de l'Action de grâce, on le sait que ça va être une situation où est-ce qu'au traversier, il va y avoir une problématique. Et j'ose croire qu'il y a eu une communication. Là, le conseil étant dissous. Je sais que nous, on n'a pas de pouvoir, mais j'ose croire qu'il y a eu une communication avec la STQ qui va permettre de se dire, c'est quoi votre plan de match? Ah c'est des informations qu'il faut qu'on ait, qu'il faut qu'on soit capable pour rassurer nos citoyens et assurer la sécurité. Il va y avoir justement une rencontre avec la STQ le 15 octobre. On aurait juste espéré que ça ne revire pas, ça revire pas en échange de confrontation. Oui, mais la rencontre qui a lieu, c'est pour la nouvelle construction du nouveau quai. Fait que je ne sais pas s'ils vont aborder ce point-là. Moi, c'est sûr que je vais être présente à la rencontre, mais je vais être présente à titre de citoyenne là, parce que, comme on comprend, il n'y a personne qui est élu puis le conseil est dissous. Sauf qu'il y a quand même un questionnement à avoir parce que je pense que là, ils vont vraiment juste adresser le nouveau, mais j'aurais aimé qu'ils adressent aussi c'est quoi leur bien, c'est ça, mais j'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix à un moment donné. On espère que la réponse sera pas. C'est pas le sujet, puis qu'il y a une certaine ouverture à ce niveau-là. Exactement. On va parler d'un autre sujet qui, depuis quelques années, on pourrait dire avec un S, la fameuse église, pas me dire restructuration, c'est comme tantôt, je cherche mon mot, la reconversion. Bon, la reconversion de l'Église en bien, on pourrait dire, pour la communauté. C'est tout un défi, celui-là aussi. C'est sûr que dans le temps, l'Église, elle avait été achetée pour $1. C'est minime. C'était minime, c'était un processus. Là, je rassure les citoyens, là, quand elle a été achetée, puis c'est pas que j'étais en accord dans l'achat ou pas, c'est juste qu'à long terme, les clergés, ce qu'ils font, c'est qu'ils remettent aux municipalités... Ouais. Même pas pour $1, là. Quand ils voient que c'est trop onéreux, maintenant, là, ça s'est fait dans plusieurs villes à travers le processus. Là, ils remettent l'Église aux municipalités parce qu'ils n'ont plus les moyens de la faire vivre. Et c'est les municipalités qui se retrouvent avec ce fardeau-là sur les bras. Depuis 4 ans, une des problématiques, je pense que la municipalité a pris conscience de l'état de dégradation, entre guillemets, de l'Église. Dans le sens où on parle des systèmes techniques, de l'électricité, des choses comme ça, plomberie. C'est des choses que
pense peut-être pas, quand tu disais pour une pièce, on va le prendre, on ne veut pas la perdre, mais là, on est dans des situations critiques. Là. En bout de ligne, là, je suis très honnête, en bout de ligne, à ce moment-là, je pouvais comprendre, moi non plus, je n'aurais pas fait l'achat à 1 $ parce qu'il y avait beaucoup de décrépitude de notre Église. Sauf qu'en bout de ligne, elle serait revenue dans les mains de la municipalité quand même. Du moment qu'on sait ça, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'elle est à nous. Là, on va vivre avec. Elle est à nous. Tu n'as pas l'intention de le démolir. Mais quand moi, je suis arrivée au conseil en 2021, il y avait un gros projet de centre communautaire qui frôlait le 10 millions, auquel je me suis opposée parce que, justement, 10 millions, moi, je pense aux générations futures, aux générations qui sont là. 25 ans d'endettement sur un 10 millions, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage? Un bâtiment neuf, oui, qui va avoir besoin dans son 25 ans d'entretien. Il ne faut pas le laisser aller, tu n'as pas le choix. Non, exactement. Quelle histoire qu'on garde aussi, si on allait vers ça. Quelle histoire qu'on garde de notre municipalité. Je le sais qu'elle n'a pas les cachets des belles églises, notre église, mais elle a quand même... C'est un point d'ancrage. Bien, exactement. Tu sais, il y a des gens qui se sont mariés, qui ont été baptisés. C'est quand on arrive à Saint-Ignace, c'est le lieu... C'est plus un lieu de culte, mais c'est un lieu quand même qui a une histoire moi, je ne suis pas prête à me départir. Ceci étant dit, on peut aussi la détruire, vendre les terrains. Sauf que la destruction de l'Église amène une destruction dans les coûts qui frôlent le 1,6 million. Là, on a présentement le Prasim, là, qui est une belle subvention sur la table, qui nous permettrait d'aller, justement, nous alléger beaucoup pour arriver à un projet qui est souhaitable pour moi. Là, ce que je souhaiterais, c'est d'arriver dans les mêmes coûts que la démolition pour la mettre aux normes. La chaufferie, c'est beaucoup, la plomberie, des toilettes au 2e étage, un monte-charge, le toit, les portes, les fenêtres, la rente fonctionnelle. Ça peut être une très belle salle d'église. Sauf que moi, je l'appelle l'éléphant blanc de la municipalité, là. C'est un dossier qui est difficile à mener à terme parce que ça a un impact financier sur le citoyen qui est grand. Ça amène des conflits. Veut pas. Bien, ça amène des discordes. On ne peut pas tout être dans le même champ. Fait que là, c'est de voir. Comme dans mes discussions, quand je vais sur le terrain avec les gens, c'est OK, personne ne va acheter à 1,4 million de destruction. Fait qu'on va vendre à perte. Si on vend des terrains, on va vendre à perte. Parfait. Après ça, c'est sûr qu'on n'a plus d'investissement à faire dans le bâtiment. Puis par la suite, bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de somme qui va être injectée. Mais tu vas avoir de la critique pareil, parce que veut pas. Peut-être la décontamination, on s'entend. Mais c'est sûr qu'il y a de la décontamination. Bon. Mais il faut se questionner aussi ailleurs. Qu'est-ce qui va prendre la place de l'Église? C'est ça que je m'en allais t'amener comme point. Il y a eu beaucoup de discussions sur les 6 logements, les 8 logements. Depuis que je suis arrivée au conseil, je me suis opposée fortement à avoir encore des logements dans les secteurs résidentiels. Ça, je trouve ça important. Le chemin de la Traverse étant un chemin commercial, mais c'est parfait, on peut avoir des logements, des 6 logements. Est-ce que c'est le souhait de la population? Parce que c'est là qu'il va falloir la questionner, la population. Là. Elle a été questionnée en 2000, je crois que c'est 12 ou 17, par rapport à l'Église. 2017. 2017, c'est ça. 2017 par rapport à l'Église. Est-ce qu'en 2025, les citoyens sont du même avis pour investir des sommes? Est-ce que les citoyens sont d'accord pour investir 1,4 million, qui représenterait à peu près un projet de 6 millions, là, je pense, au niveau de l'investissement, parce qu'il y a quand même des subventions gouvernementales du Prasim qui vont aboutir, pour la rendre aux normes et qu'après, on l'entretienne. Parce qu'il va y avoir quand même des coûts de fonctionnement par la suite. Donc là, c'est là de bien ficeler le projet pour être capable de ne pas créer de désinformation puis s'assurer que tout le monde comprenne bien l'impact du projet. Si je le mène à terme, et qu'est-ce qui arrive si je ne le mène pas à terme? Parce qu'il va y avoir des coûts financiers, même si je ne le mène pas à terme. Est-ce que je suis prête à investir 600 000 sur un projet qui ne verra jamais jour? C'est quand même tout un défi. Il y a un défi gestionnaire, Quand je vous parle de transparence puis d'être capable d'aller établir c'est quoi nos priorités, c'est quoi la priorité de chacun des citoyens, comment on peut établir un constat si moi je conserve le bâtiment, qui, à mon humble avis, j'aime le voir quand je rentre, même s'il n'est pas le plus beau du monde, et si je ne le conserve pas. Présenter, il faut vraiment faire les 2 exercices pour être capable de présenter les 2 constats aux citoyens pour qu'ils connaissent l'impact de la décision. Oui, c'est important. Ça va être un bon dossier pour les 4 Je pense qu'il va falloir travailler, mais le dossier est déjà quand même ficelé un petit peu. Là, on avait déjà fait les rencontres pour voir les coûts. Être capable d'établir, il va rester à valider l'impact d'un projet si on la détruit, si on vend les terrains, voire pour offrir un comparatif aux citoyens. Puis là, je veux pas qu'on me méprenne. Là. Je ne dis pas que je veux détruire l'Église, juste qu'il faut offrir l'option aux citoyens dans toute transparence. Analyser. Il faut analyser pour être capable d'offrir des chiffres puis d'offrir un constat clair
que c'est quoi le plan si on conserve, c'est quoi le plan si on la défait, puis quel impact que ça a sur notre municipalité. C'est ça. Un autre sujet, mais là, je sais à la dernière réunion du conseil, c'est qu'on pourrait dire canné, réglé. Tu es une fille des loisirs, tu t'es impliquée au début dans les loisirs. Le chalet des loisirs avait besoin d'amour, et beaucoup d'amour, mais là, je pense qu'on a bouclé la boucle, comme on dit. Là, c'est fini. Bien, c'est fini dans le sens que le conseil que tu as participé. On a travaillé fort, parce que comme j'ai dit dans une autre entrevue avec toi, là, où est-ce que je disais que j'ai été présidente des loisirs, j'avais fait partie du comité qui avait relancé les loisirs en 2004 pour amener justement une vie plus sociale dans la municipalité parce qu'il n'y en avait plus. Donc, on avait travaillé autrement. Le chalet était exactement en 2021 le même chalet qu'en 2004 quand je suis rentrée à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'il y avait besoin d'amour. C'est le même qui avait été construit dans le temps, avec quelques fenêtres de changer, mais exactement, un petit peu de peinture fraîche, mais au-delà de ça, le chalet avait vraiment besoin d'amour. Regarder par des subventions pour ne pas impacter le citoyen, c'était ça mon idée de départ, encore une fois. Avec le conseil, on s'était penché sur... sinon, c'est sûr que c'est un règlement d'emprunt qui va impacter. On regarde des projets pour, mettons, refaire en entier. Ça aurait pu frôler le 2 millions, justement. C'est des sous, hein? Oui, c'est beaucoup d'argent, puis ça l'impacte quand même. C'est les comptes de taxes que ça l'impacte. C'est directement... Puis il faut penser que c'est tout le monde qui est impacté là-dedans. Fait qu'il faut avoir une réflexion à long terme de comment on peut le moins possible. Fait qu'on avait regardé au niveau de la rénovation, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il y avait des subventions de rénovation, donc tout ce qui était décontamination, parce que le chalet avait besoin d'être décontaminé. On a travaillé avec les sommes qui étaient disponibles sans impacter le citoyen, sans faire d'augmentation de taxes par rapport à ce projet-là. Et là, on est venu au bout de ce qu'on pouvait faire avec les sommes qu'on avait. Donc, avant la fin du mandat qu'on avait, le conseil a voté justement pour un règlement d'emprunt de 400 000 pour terminer le projet. Le projet devrait être déposé prochainement sur SEAO. Donc, il faut boucler la boucle, on n'a plus le choix. Parce que c'est important pour toi, en tant que future mairesse, en tant que mairesse, l'activité, je ne vais pas dire sociale et dynamique de la municipalité, parce qu'il faut quand même se le dire, le parc, les jeux d'eau, les terrains de score. Je suis transparente, là, on demande aux citoyens de rabrier quand ils font une construction neuve, de ne pas dépasser 1 an pour être capable de faire leur revêtement. Nous aussi, il faudrait être capable de respecter nos règlements. C'est ça. Fait qu'il faut avancer, on n'a plus le choix, il n'y a plus de subventions possibles, on ne peut plus attendre. Donc, pour terminer le projet, avec l'architecte qui est venu nous rendre, qui est venu faire les plans et qui a tout revalidé, donc sur SAO, je souhaite que ça sorte plus bas que le 400 000, mais au maximum, lui, il établissait ça à 400 000. C'est sûr que si toutefois les coûts explosent, comme dans le cas de l'Église il y a quelques années, il va falloir que le conseil qui sera présent se réassoie et revalide. Moi, c'est ça. Mais l'importance des loisirs, c'est ça que je veux t'apporter. Tu sais, l'importance d'avoir un chalet des loisirs, parce qu'à Saint-Ignace, c'est reconnu. Vous êtes une gang, vous êtes des ligues de balle molle, des lignes de hockey deck, n'importe quoi. Tu sais, c'est important à Saint-Ignace. Ça a toujours été un petit peu dans l'ADN de la municipalité d'offrir des loisirs à la population, mais d'être actif aussi pour tout le monde, les jeunes, on allait dire les vieux, tu sais, des plus âgés. Juste les ligues de hockey, le hockey bottine, il y a des ligues de tous âges. Là. Au niveau du baseball, de la balle molle, féminine, masculine, il y en a aussi de tous les âges. Oui, justement, il faut un endroit justement pour aller, premièrement, aller à la toilette. Là. C'est assez, je le sais, là, que pour les citoyens qui viennent jouer, qui utilisent nos infrastructures, d'aller jusqu'à la bibliothèque ou jusqu'à la toilette chimique, je le sais que ce n'était pas l'idéal. Changer les patins sous le dôme, ce n'était pas l'idéal. Ce que je souhaite vraiment, c'est que les travaux aillent rapidement puis qu'on puisse boucler la boucle de ce projet-là qui, lui, mais encore là, comme je l'ai dit au départ avec toi, d'avoir en toute transparence un fonds de réserve pour justement, comme dans nos maisons, c'est pas durable, la toiture ne sera pas durable. Les toilettes, juste les toilettes. Oui, mais il faut être capable à long terme d'être capable de ne pas être dans l'urgence du changement puis de se dire qu'on n'a pas les sommes. Il faut planifier et prévenir. C'est ça, c'est bien. Donc, quelle vision tu dois, tes mairesses là, de 2025, comment tu vois ta ville en 2029? C'est quoi ton espoir? C'est quoi tu vois? La population augmente, on a réussi à attirer de nouveau, il y a un nouveau développement, là, un 80 terrains. Bon, la population augmente, les gens sont satisfaits. Tu sais, je ne veux pas parler de taxes parce que ça, on ne le sait pas. Là, on ne le sait pas. Mais tu sais, moi, je vais aller dans une gestion transparente. Moi, c'est ce que je souhaite, là, c'est que le citoyen se sente bien à l'aise de nommer ses préoccupations, qu'il se sente à l'aise de venir faire des échanges courtois lors des séances ou dans des cafés-rencontres, comme je disais tantôt, que justement, la transparence des finances, pour moi, c'est important. Ce n'est pas une question de taxation, justement, c'est une question de se dire, est-ce que je rends service
ce que je facture à mon citoyen, est-ce que ça rend service ou je fais une mauvaise gestion financière parce que, justement, on n'est pas capable de planifier et d'anticiper? OK, c'est très, très bien. Donc, en terminant, c'est quoi tu aurais à dire aux citoyens? La motivation, pourquoi ils devraient voter pour toi? Bien, moi, je crois vraiment à la démocratie, donc c'est important que ce soit un vote pour moi, mais je pense que c'est important justement que tout citoyen soit capable de prendre parole par le vote qui aura lieu le 26 par anticipation, 26 octobre, et le 2 novembre, justement, pour aller dire ce qu'il souhaite dans sa municipalité. Je trouve ça primordial que les gens prennent le temps de se déplacer pour aller voter. Donc, tu vas aller à la rencontre des citoyens là, dans les prochaines semaines. J'ai déjà commencé mes rencontres citoyennes, donc je vais les poursuivre dans les prochaines semaines. On est chanceux, le beau temps nous permet justement de faire ça plus facilement. C'est ça, mais parfait. Bon, mais je te remercie, Evelyne. Merci bien beaucoup. Apprécié.